Bienvenue au podcast Bouger pour grandir. Aujourd'hui, on parle du torticolis du tout petit ou lorsque bébé naît avec un cou coincé et que cela l'empêche de bien bouger pour développer sa motricité. Je reçois Mélissa Dupont-Gauthier pour en discuter. Bonne écoute! C'est quoi exactement un torticolis? Donc, ce qu'il faut savoir d'abord et avant tout, un torticolis chez l'adulte et chez l'enfant, c'est complètement différent. Okay. C'est deux choses bien différentes, bien distinctes. Chez l'adulte, on va se réveiller là, avec le cou coincé, on va avoir mal quelques jours, ça va passer. Tandis que chez l'enfant, c'est complètement différent. L'enfant va naître avec le torticolis. Donc, c'est une anomalie au niveau du muscle sternocléido-occipito-mastoïdien. Donc, c'est un long nom. Très long. C'est le muscle qu'on retrouve à l'avant du cou, si vous voulez vous l'imaginer. En fait, si on fait une inclinaison d'un côté, la rotation de l'autre, donc on amène le nez en l'air et on fléchit la tête un petit peu vers l'avant. On va voir la corde. Il y a comme ici, une corde. Là. Exact. Ouais. Donc, c'est la corde, c'est ce muscle-là qui est problématique chez les enfants. Ça donne en fait une mauvaise posture de l'enfant. Donc, le cou va être incliné d'un côté ou tourné de l'autre. Des fois, c'est une combinaison de ces deux mouvements-là qui va nous mettre à la puce à l'oreille que l'enfant va avoir un torticolis. Ça s'installe avant qu'il naisse, ça? En fait, c'est difficile de savoir. L'enfant va naître avec le torticolis parce que le muscle va être différent. Il y a différentes causes, mais on a de la misère à mettre vraiment le doigt sur qu'est-ce qui cause. Exactement. C'est quoi la cause du torticolis? Il y a plusieurs études là, qui parlent de hypoxie, donc un manque d'oxygène, une infection, un traumatisme intra-utérin ou à l'accouchement. Donc, un travail long va prédisposer à avoir un travail d'accouchement va prédisposer à avoir un torticolis. Pas une grosse journée, non, là. C'est ça. Donc, c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a le muscle, mais il est plus raide, il est plus restreint. Est-ce que c'est fréquent? Oui, c'est très fréquent. En fait, c'est le troisième problème musculo-squelettique le plus fréquent, congénital chez les enfants. Donc, il y a une prévalence là entre 3 et 16%, tout dépendamment des études. Donc, c'est quelque chose qui est très fréquent. Puis, il faut pas que les parents se sentent mal. L'enfant naît avec ça. Oui. Donc, c'est juste de le prendre en charge rapidement, mais c'est quelque chose qui est très, très répandu. Puis, encore plus avec toute la campagne dodo sur le dos. Ouais. Étant donné que c'est très relié à la plagiocéphalie. Depuis 92, là, l'incidence a augmenté beaucoup au niveau des naissances de torticolis parce que avant, moi, quand j'étais petite, je dormais sur le ventre. Ma mère me plaçait sur le ventre. Mais ça faisait en sorte que l'enfant étirait son cou de façon prolongée lors du dodo. Donc là, une fois couché sur le dos, il va aller directement dans sa préférence puis il n'aura pas tendance à aller de l'autre côté. Donc, cet étirement-là prolongé au niveau de la rotation est moins présent. Donc, c'est pour ça qu'on voit un petit peu plus de fréquence là, de torticolis chez les enfants. C'est élevé, je suis curieuse. C'est quoi les deux autres? Oui, c'est le pied beau puis la dysplasie congénitale de la hanche. Donc, le bébé naît comme ça et on n'est pas certain de ce qui a pu causer ça. Est-ce que c'est quelque chose que le médecin, dès la naissance, peut identifier tout de suite en disant « Ah, il a un torticolis » ou c'est compliqué à reconnaître? Ça va arriver. Il y a des bébés qui vont naître puis on va savoir déjà qu'il y a un torticolis. Donc, le bébé va toujours être incliné ou tourné du même côté. Donc, dès la naissance, il y a des bébés qu'on va voir le torticolis. Il y en a d'autres qu'on va voir plus les signes au courant des premières semaines de vie, quand on est bien observateur puis qu'on regarde notre bébé. Donc, le bébé naît avec ça, mais des fois, c'est difficile de le voir au début, surtout quand on est nouveau parent puis qu'on regarde pas nécessairement le cou et la tête de notre enfant. Là. On est occupé par autre chose à ce moment-là, mais c'est présent dès la naissance. Et c'est pas quelque chose qui est automatiquement vérifié, un peu comme les réflexes là que les médecins vérifient la couleur de la peau et toutes ces fonctions-là à la naissance? Pas nécessairement. Okay. Non, c'est ça. Ils vont vérifier la forme de la tête. Donc, il y a des bébés qui vont naître avec une tête plate, là, une plagiocéphalie. À ce moment-là, on suspecte fort bien qu'il y a un torticolis sous-jacent, mais c'est pas quelque chose qui est d'emblée évalué. OK. De là, c'est important d'en parler parce que ça pourrait se produire là, chez notre bébé, puis on pourrait le remarquer finalement et intervenir. On en reparlera tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il existe différentes sortes ou intensités? Comment c'est décrit ça par les professionnels? Oui, dans le fond, il y a 3 types. C'est une forme de gradation de sévérité. En fait, il y a le type 1 qui est le type postural. Donc, c'est un bébé qui va être capable de tourner la tête des deux côtés sans restriction, mais qui va avoir une préférence. Donc, le bébé va avoir toujours la tête inclinée d'un côté ou inclinée ou tournée d'un côté, mais il n'y aura pas de restriction au niveau du mouvement. Donc, c'est un type qui est plus léger, puis souvent, on va avoir
la misère à le remarquer au début. Parce qu'on se dit, là, notre enfant tourne bien, donc il n'y a probablement pas de torticolis, mais il y en a peut-être un quand même. Donc, pendant que tu parlais, ce que je visualisais, c'est que si on teste notre bébé puis que ça tourne bien des deux côtés, c'est une chose, donc le mouvement passif, mais ce qu'on veut, c'est que le bébé activement, lui, aille autant d'un côté et de l'autre en fréquence, là, que ça soit équivalent. Exactement. Aussi. On veut un 50% du temps. Là, tu sais, un bébé naissant va dormir puis va avoir la tête tournée d'un côté, là, ça c'est certain. Mais on veut qu'il ait la tête tournée à droite, tournée à gauche, 50% du temps. Là. Il va rarement garder le centre, puis c'est pas ça, c'est correct, on veut qu'il ait la tête tournée, mais 50% du temps à droite et à gauche. Il y a le type 2 qui est un petit peu plus sévère, c'est le type musculaire. Donc, c'est un bébé qui va présenter une restriction de mouvement au niveau de la rotation et ou de l'inclinaison de la tête. Et par le fait même, va avoir une préférence au niveau de sa position dans le quotidien. Il y a le type 3, qui est le type fibromatose coli. C'est un petit peu plus grave, c'est un drôle de mot, mais c'est comme une masse au niveau du muscle que les parents vont remarquer, puis souvent, ça les inquiète beaucoup, mais c'est bénin, c'est quelque chose qui va disparaître de par lui-même autour de 4 et 8 mois là, de la vie de bébé. Là. Moi, j'aime ça, les gros mots, j'aime les décortiquer. Fait que le fibro, c'est comme la bosse, puis coli va avec la partie restriction de mouvement. Oui, c'est ça veut dire, coli? C'est ça, oui. C'est dans le cou, puis oui, c'est ça. Puis fibro, c'est que c'est une masse qui est souvent très fibreuse, puis on appelle ça comme une pseudo-tumeur, mais c'est bénin, là. Fait qu'il faut pas que les parents ils s'inquiètent de ça. Souvent, ça part de soi-même. Est-ce que ça pourrait être détecté avant la naissance par l'échographie ou autre? Non, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut détecter là, avec les imageries anténatales. Par contre, il y a des facteurs de risque qui nous permettent de savoir de savoir que notre enfant est prédisposé à avoir un torticolis, le sexe masculin, entre autres, la position en siège, comme le bébé est la tête en haut, va être souvent plus coincé intra-utérin. Un travail long durant l'accouchement, comme on a jasé plus tôt. L'utilisation de forceps ou de ventouses à l'accouchement. Donc, on sait que ça peut être suite à un trauma au muscle. Donc, si on utilise la forceps ou la ventouse, ça peut prédisposer. Et puis, c'est ce genre de choses-là qu'il faut garder en tête, en fait. Les grossesses multiples aussi, les jumeaux, là, sont plus coincés à l'intérieur. Exactement. Fait que ça peut nous pister. Donc, on peut pas savoir que ça s'en vient. On va pas le détecter automatiquement. Donc, faut être observateur. Maintenant, est-ce qu'on peut prévenir les impacts si on observe bien puis qu'on le détecte plus tôt que plus tard? Oui, en effet. C'est prouvé par les études que plus rapidement le torticolis est pris en charge, plus rapidement il va se résorber. Il y a quand même des statistiques importantes par rapport à ça. Si le bébé est pris en charge avant ses 1 mois, on voit avant ses 1 mois. C'est très rapide. Oui, très rapide. On voit que le torticolis va se résorber dans les 2 à 3 mois, en fait, suivant l'accouchement. Si c'est plus tard, autour de 6 mois, on ajoute quasiment 6 mois d'intervention. Donc, c'est pas rien. Non. Puis si c'est plus que 6 mois, ben on peut aller jusqu'à 10-12 mois d'intervention là, avant que le torticolis soit vraiment résorbé. Donc, on voit que plus rapidement c'est pris en charge, le mieux c'est. Ben tout à fait. L'intervention précoce. Oui, prévention est importante aussi. Vraiment. Alors, c'est quoi les signes qu'on peut observer? Comment on fait là, pour le détecter à la maison? Oui. La meilleure chose, en fait, c'est de regarder notre bébé, de voir comment il se comporte dans son quotidien. Donc, autant dans ses périodes d'éveil, dans l'alimentation avec les boires, par exemple, et lors de son sommeil. Donc, c'est d'observer notre bébé. Puis, le meilleur truc que je donne aux parents, souvent, c'est de regarder leur téléphone dans la galerie photo, de défiler les photos. Puis, quand le bébé a un torticolis, des fois, on s'en rend compte plus tard, mais quand on regarde les photos dès la naissance, souvent, c'est visible. C'est bon, ça! Oui, on s'en rend compte. Quand on revient dans le passé, on s'en rend compte souvent que c'est présent dès la naissance ou les premières semaines de vie de bébé. Donc, on observe notre enfant, on observe une inclinaison ou une rotation de la tête qui va être récurrente dans le temps. Puis, si l'enfant est un petit peu plus vieux, ben on peut regarder toute asymétrie, en fait, de bébé qui persiste dans le temps va être importante à noter. Comme exemple, l'utilisation plus d'une main que l'autre, amener la main à la bouche, amener les jouets juste d'un côté à la bouche, etc. C'est des choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Mais ça peut paraître simple, ce que tu expliques, mais moi, je peux
entrevoir que dans le quotidien, c'est pas facile à faire parce que dans le premier mois de notre bébé, on le regarde, il est beau, on voit ses beaux yeux, on voit qui il est, on interagit, on regarde pas l'angle de sa tête. En effet. Faut vraiment se donner un petit rendez-vous observateur pour dire, là, dans la prochaine période de jeu, je regarde ses mouvements, je regarde s'il utilise plus un côté que l'autre ou comment il se positionne, parce que je pense pas que ça va être naturel, même si on le sait, qu'on voudrait le faire. En effet, puis c'est difficile souvent pour les parents de voir ce genre de choses-là chez leur bébé. C'est les gens autour souvent qui vont sonner la cloche. Ah, il me semble qu'il est souvent tourné comme ça, ou des bébés qui vont présenter des difficultés au niveau de l'allaitement, par exemple. T'sais, ils vont prendre seulement un sein, ils vont blesser maman d'un côté. Ça peut mettre davantage la puce à l'oreille rapidement, mais c'est souvent la famille ou l'entourage qui va sonner une petite cloche. Par rapport au torticolis. OK, bon à retenir. Donc, les observations de grand-maman, grand-papa sont à considérer sérieusement. En effet. Bon, ils ont un œil externe et plus objectif. Alors, si on craint que c'est ce qu'on est en train de remarquer chez notre bébé, qu'est-ce qu'on fait? Qui on appelle? Qu'est-ce qu'on lit? La première des choses, c'est sûr que je vous suggère fortement d'aller consulter en physiothérapie, en pédiatrie. Selon les guides de pratique, là, on est les experts au niveau du torticolis et de la tête plate, c'est la plagiocéphalie. Donc, on n'attend pas. Si on est en mesure de prendre un rendez-vous, on prend un rendez-vous en physiothérapie le plus rapidement possible pour que ça se résorbe aussi le plus vite possible. Donc, c'est la première des choses à faire. Deuxième chose, c'est d'observer son bébé encore une fois. Donc, de prendre un recul puis de l'observer dans son quotidien pour qu'on ait de l'information à donner à la physio ou au physio qu'on va rencontrer un petit peu plus tard, là. Alors, est-ce qu'on va être reçu dans le réseau de la santé publique par rapport à cette préoccupation-là? Ça dépend vraiment des régions. En fait, il y a des régions, chez nous, en Mauricie, on voit les torticolis, les plagiocéphalies dans un délai qui est quand même raisonnablement court. Mais je sais que c'est pas la même chose ailleurs au Québec, là. C'est souvent sinon en clinique privée qui va plus rapidement. On est des professionnels qui peuvent être vus en première ligne, donc on n'a pas besoin de prescription du médecin. Puis ça, c'est important de le mentionner parce que des fois, les parents vont se dire, je vais attendre le rendez-vous de 4 mois de bébé avec le médecin, le rendez-vous de suivi, puis s'il y a quelque chose, il va me le dire. Mais les médecins, dans les rendez-vous de suivi, c'est très rapide, ils ont beaucoup de choses à regarder, puis c'est pas toujours la priorité. Donc, si vous êtes en mesure d'aller consulter directement, faites-le. Puis, la majorité des assurances collectives vont couvrir une partie des frais en physiothérapie, donc ça peut valoir la peine pour les parents de vérifier si c'est leur cas pour les aider dans les frais encourus pour la clinique privée là, en physiothérapie. Mais c'est comme tu disais, si on attend un mois de plus, on peut compliquer, allonger en effet l'intervention. Oui, exactement. Fait que c'est important si on peut se le permettre, de le faire rapidement. OK, donc notre pédiatre, c'est sûr qu'on peut aller le consulter si on en a un. Exact. Si on en a un, on peut aller le consulter, on peut lui en parler à notre rendez-vous, mais on n'attend pas ce rendez-vous-là, on n'attend pas qu'il nous valide, qu'il trouve lui aussi qu'il y a de la symétrie, on prend les devants et on voit si on peut être vu dans le réseau public, idéalement. Sinon, ça vaut la peine d'investir au privé pour que notre enfant reçoive un accompagnement rapidement parce que ça va être dans le changement, j'imagine, des habitudes de vie avec l'enfant. Veux-tu nous parler un peu de ce que le physiothérapeute va faire? Oui. En fait, justement, pour faire du pouce là-dessus, en physiothérapie, les rendez-vous avec les bébés, c'est pas quelque chose qui a une fréquence très élevée là, au niveau des traitements recommandés. Donc, on va voir l'enfant, on va évaluer. En premier rendez-vous, par exemple, en physiothérapie, en pédiatrie, on va évaluer tout le développement moteur de l'enfant. C'est bon, ça. Oui. Fait qu'on va faire un dépistage, là, même si vous venez pour un torticolis ou une plagiocéphalie, par exemple, on fait le dépistage de son développement. J'adore, oui. Donc, s'il y a quelque chose à ce niveau-là, on va en jaser, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à faire, on va vous donner des trucs, des conseils. Pour ce qui est du torticolis, c'est certain qu'il va y avoir des exercices au niveau d'étirement, renforcement, correction de la posture, des choses que les parents vont pouvoir faire dans leur quotidien qui va être simple pour eux puis qui va faire tout le changement. Au final, les parents sont les meilleurs pour mettre en place des choses pour que ça change parce que c'est eux qui passent le plus de temps avec bébé. Donc, nous, c'est ça, en physio, on va faire l'évaluation
on va renseigner le parent, on va le rendre un peu responsable de la suite des choses, dans le sens où c'est le parent qui va devoir travailler à la maison avec leur enfant et on fait des rendez-vous suivis par la suite pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, c'est souvent pas très fréquent. On n'a pas besoin de beaucoup de rendez-vous, mais ça prend un premier rendez-vous d'abord et avant tout. Puis, il faut pas que les parents se gênent non plus d'aller se faire rassurer. Si on a un doute, on a une inquiétude, je pense que ça vaut la peine de juste aller voir, consulter, puis à la limite, ben ils vont avoir d'autres trucs pour autre chose. Si jamais si jamais il n'y a pas de torticolis, ben on pourrait aider les parents pour donc, si on n'est pas sûr, on y va pareil. En effet, si vous pouvez vous le permettre, ça vaut la peine. Qu'est-ce que c'est les impacts possibles sur le développement moteur ou même global du bébé si c'est pas adressé? Oui, il y a beaucoup de choses, en fait. Le torticolis, oui, d'abord et avant tout, c'est au niveau du cou, mais il y a des impacts sur tout le corps. Donc, les premières choses qu'on voit, ça va être la petite forme en C là, au niveau du tronc de bébé. Donc, l'enfant va être incliné d'un côté, mais ça va avoir un impact sur le tronc aussi. Il va avoir moins de mobilité au niveau de l'épaule du côté du torticolis. Donc, va avoir tendance à utiliser moins ce bras-là. Il y a aussi le fait que le bébé va se faire tourner. Il va avoir une préférence au niveau de la rotation de la tête d'un côté. Donc, dans son champ de vision, va voir davantage une main que l'autre, va l'utiliser davantage. Et c'est là souvent que les parents vont arriver, vont nous dire, je pense que mon bébé est droitier ou gaucher. Puis là, nous, on va essayer de remettre les pendules à l'heure parce que c'est pas nécessairement le cas. Oui, l'enfant utilise seulement une main, mais on veut la symétrie. Donc, c'est probablement en lien avec le torticolis, ce genre de choses-là. Sinon, il y a aussi tout ce qui est roulade. Un enfant, un bébé très, très jeune, 2-3 mois, qui va rouler sur le dos une fois placé sur le ventre rapidement. Ça peut nous sonner une petite cloche parce que c'est pas quelque chose qui est typique. C'est pas l'enfant qui décide lui-même de rouler. C'est probablement parce que la tête est inclinée puis le poids de la tête est très élevé par rapport au poids du corps. Donc, amène un transfert de poids puis fait rouler le bébé rapidement. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Est-ce que ça pourrait presque être vu comme des forces, mais pas nous alarmer parce qu'on dit « Ah, il roule déjà » ou il est déjà bon avec sa motricité fine, on voit qu'il va être droitier et qu'on banaliserait cette observation-là. Oui, en effet. Souvent, les roulades, c'est quelque chose on va remarquer beaucoup. Les parents vont être très fiers de leur enfant. Et il y a 2 mois, ils roulent déjà du ventre vers le dos. Puis là, nous, en tant que professionnels, on essaie de les ramener un petit peu à expliquer, dans le fond, pourquoi l'enfant fait ça. Puis pourquoi il le fait, puis qu'est-ce qui est important de corriger, parce que c'est pas typique qu'un enfant qui roule là, du ventre vers le dos à 2 mois. Là. Ça va arriver une fois de temps en temps sans problème. Mais quand c'est récurrent, puis que ça devient problématique parce que l'enfant ne reste pas sur le ventre, là, on amène d'autres problèmes. Là. Dans le temps, ça peut amener d'autres choses de plus importants. Tout ce qui est ramper, tout ce qui est éventuellement se lever debout, si l'enfant utilise juste un bras, juste une jambe, c'est des choses, toute asymétrie. En fait, après 4 mois, on s'attend à ce que ça peut être problématique. Signe d'un torticolis qui est peut-être pas résorbé à 100%. Donc, toute la séquence du développement moteur peut être affectée. Et le développement moteur étant un peu la fondation du reste, on pourrait s'attendre qu'il y aurait des impacts sur la motricité fine, peut-être, en effet. Éventuellement. Probablement, puis probablement que tu serais mieux placé pour me le dire, mais si l'enfant utilise davantage une main, c'est sûr que tout ce qui en découle de l'autre côté va être plus difficile. La coordination des 2 mains va être plus difficile. Puis tout ce qui est activité bilatérale, les sauts, global. Oui, c'est ça, le 4 pattes, souvent ça va être difficile parce que l'enfant, il va avoir un côté beaucoup plus moteur que l'autre, donc c'est ça. C'est ça, ça joue là-dessus aussi. La vision, y a-t-il une composante en lien avec... Oui, dans le fond. Parce qu'il y a de la coordination dans les 2 yeux et tout ça. Puis il y a l'aspect torticolis, en fait, que le muscle est raide. Puis le muscle en soi est attaché à plein d'autres structures myofasciales, dont le platysma, qui est comme une structure qui part du cou vers le visage. C'est une structure qui englobe quasiment tout le visage. Puis si le muscle est raide, tendu, bien, toutes les structures vont être tirées. Donc, ça peut avoir un impact sur l'œil, la mâchoire, l'oreille. Donc, ça peut causer des asymétries au niveau du visage. Puis, le langage? Oui, le langage, la nutrition, la déglutition, l'audition, etc. C'est beaucoup de choses.
faut pas oublier que c'est aussi intimement relié à la plagiocéphalie, donc le syndrome de la tête plate. Ouais. Donc, ce serait comme la conséquence ou non? Ouais, on sait pas. Mais en fait, ça peut être comme dans les deux sens. Exactement. Si j'ai toujours la tête d'un côté, la tête peut devenir plate. Mais si j'avais la tête plate et ça me garde d'un côté, mon muscle est moins souvent étiré. C'est ça, hein? C'est ça, exactement. On sait pas qu'est-ce qui... On peut pas toujours savoir qu'est-ce qui vient avant l'autre, mais c'est très, très relié. Oui, ils sont très souvent ensemble, malheureusement. Ça fait que si on voit notre enfant qui a une plagiocéphalie, on peut se poser la question à savoir s'il y a un torticolis sous-jacent. Puis si l'enfant a un torticolis, ben il est à risque de développer une plagiocéphalie. Donc, est-ce qu'il peut avoir un lien avec les réflexes primitifs au niveau de l'intégration des réflexes si la tête n'arrive pas à se dissocier dans le fond du reste du corps ou de sa position? Ben, il y a différents réflexes qu'on va voir qui vont être moins forts ou plus forts du côté de la rotation. Tu sais, le réflexe tonique asymétrique du cou, par exemple, si l'enfant est toujours tourné à droite, ben ce réflexe-là, il va rester là. Puis tandis que l'autre côté, il va venir plus difficilement. Ou, tu sais, fait que oui, il y a un impact. Ça a un impact sur vraiment tout le développement, là, malheureusement. J'imagine. OK. Bien, on continue d'en parler, on sensibilise. Et lorsque tu me parlais, dans le fond, des physiothérapeutes qui sont vraiment les experts à ce niveau-là, est-ce qu'il y a d'autres professionnels qui travaillent avec le physio ou qui peuvent aussi offrir le même type de service que les physios par rapport au torticolis? Oui, mais de façon générale, c'est comme je disais tantôt, on est les professionnels qui sont recommandés dans le guide de pratique clinique pour traiter le torticolis et la plagiocéphalie. Par contre, on sait que dans la pratique, il y a d'autres professionnels, entre autres ostéopathes. Parfois, on a des belles collaborations qui peuvent se créer là, entre professionnels de la santé. Il y a aussi la chiropratie ils vont travailler ça aussi. Ergothérapeute pour tout ce qui est un petit peu plus tard, probablement motricité fine et compagnie, quand ça persiste dans le temps. Puis, ben, il faut pas oublier aussi conseillère en lactation, si jamais on a des problèmes au niveau de la lactation. Il y a de plus en plus de physiothérapeutes qui sont formés en allaitement aussi, donc ça peut être quelque chose d'intéressant à vérifier avec votre professionnel. Puis, il y a optométriste au besoin si jamais on a des doutes sur la vision de l'enfant. Puis ça, le physiothérapeute peut vous aider là, à pister, à savoir si on a besoin d'autres professionnels, en fait, dans le dossier. OK, si on n'est pas capable de rencontrer quelqu'un, souvent qu'on n'a pas de rendez-vous qui sont possiblement disponibles à court terme ou que financièrement, on n'a pas d'assurance, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison par nous-mêmes? Bien, c'est sûr qu'en ayant observé votre enfant, vous allez être en mesure de savoir il est davantage tourné, incliné d'un côté et tout ça. Et quand on remarque que l'enfant a une asymétrie, donc, exemple, le bébé est toujours tourné la tête à droite. Donc, on remarque ça. Les recommandations vont changer. Donc, ce qu'on suggère pour le bébé, c'est de le coucher une fois la tête d'un côté, l'autre fois de l'autre pour éviter le syndrome de la tête plate. En effet, mais quand on va en traitement, donc quand on observe qu'il y a une asymétrie, à ce moment-là, ces recommandations-là vont changer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir toujours stimuler l'autre côté. Donc, on veut toujours que l'enfant nous regarde vers la gauche. Donc, pour le bain, pour les changements de couche, pour le dodo, on veut que tout ce qui est stimulant, puis même les périodes d'éveil, on veut que tout ce qui est stimulant, bruit, vous qui êtes dans la pièce, etc., soit à sa gauche plutôt qu'à sa droite. Donc, on change un petit peu notre façon de faire au lieu de alterner. On garde toujours le même côté. Puis, si bébé est au biberon et est nourri au biberon, ben on va s'assurer aussi que, parce qu'il passe beaucoup de temps à boire l'enfant, donc on veut s'assurer que ça l'impacte pas ce torticolis-là. Donc, on va faire en sorte qu'on change nos bras. Donc, les parents, souvent, ils ont quelques jours d'adaptation là, à changer la couche de l'autre côté ou quelque chose comme ça. On a toujours une préférence, là, mais ça vaut vraiment la peine de le faire. C'est ces petits changements-là qui, au quotidien, vont faire en sorte que ça va déjà améliorer le torticolis de bébé. C'est sûr qu'on doit ajouter à ça des exercices d'étirement, renforcement, correction de la posture, mais déjà, si on met en place ces choses-là, on voit des beaux changements là, déjà quand on voit les bébés dès le premier rendez-vous. Merci, c'est des bons conseils. Est-ce qu'il y a des ressources, des associations où les
les parents qui auraient besoin de plus d'informations là-dessus pourraient aller chercher? Il y a peu d'ouvrages, là, pour être très honnête. Oui. Il y a sur le site du CHU Sainte-Justine, il y a des belles feuilles là-dessus, des belles pages qui parlent du torticolis. Sinon, c'est sûr que j'en parle aussi sur ma page Physio des petits. Je vais le mentionner. J'en parle un petit peu quand même, mais il y a pas de bouquin ou de livre que je pourrais vous conseiller sur ce sujet-là, malheureusement. Il y a Le Mieux Vivre qui en parle, le livre qu'on donne aux parents, puis sinon le Naître et Grandir qui en parle un petit peu. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils en ont sûrement parlé. Oui, une petite page là-dessus. Alors, si ça se résorbe, est-ce qu'on peut s'attendre qu'il y a des chances que ça revienne? Ben, en fait, ça arrive qu'il y a des récurrences du torticolis dans le temps parce que en fait, c'est souvent quand l'enfant va développer de nouvelles capacités motrices. Exemple, autour de 6 mois, on termine les traitements, ça va bien, l'enfant bouge des deux côtés, il n'y a plus de préférence au niveau de la position de sa tête. Mais quand l'enfant va commencer à ramper à 7-8 mois, commencer à s'asseoir, ben là, il va le faire juste d'un côté. Ça, c'est des choses qu'on voit, ça revient comme quand il développe quelque chose au niveau moteur, le torticolis a tendance à revenir. Donc ça, pourquoi? Je pourrais difficilement l'expliquer, mais on le voit souvent. Fait que ça, on reste à l'affût, on informe les parents par rapport à ça, puis on s'assure qu'ils soient conscients. Puis dès qu'ils voient une asymétrie qui revient, de nous recontacter pour qu'on puisse les revoir et ou de juste recommencer les exercices qui ont déjà été entamés avant. Souvent, ça se résorbe très rapidement là, par la suite. Là. Tu as entamé le sujet en nous disant que c'était pas la même chose que le torticolis adulte. Oui. Est-ce que tu nous le définirais un petit peu, qu'est-ce qui se passe avec le torticolis quand on a eu froid puis qu'on se réveille avec? Et est-ce que, surtout, ça peut arriver ça aussi, ce type-là, chez un bébé ou un enfant un petit peu plus vieux? Oui, en fait, c'est sûr que ça peut arriver chez l'enfant aussi. La majeure différence là que je peux mentionner entre celle de l'adulte et le torticolis congénital, c'est que l'enfant n'aura pas de douleur. Tandis que nous, quand on a un torticolis, là, on est coincé puis ça fait mal. Là. Donc, ça, c'est la principale différence avec l'enfant. Puis, oui, l'enfant pourrait avoir entre guillemets, un vrai torticolis, là, pourrait avoir un coincement au niveau du cou, mais de façon générale, 0-2 ans, si on voit une asymétrie, c'est un torticolis congénital qui n'a pas nécessairement été détecté avant. Là. À part s'il y a eu lors d'un accident, un trauma, quelque chose comme ça, là, on pourrait avoir un torticolis raide, là, qui fait mal, comme chez l'adulte. Là. OK. Ben, merci, Mélissa. Toute cette information-là, elle est très précieuse. On s'en va s'abonner à la page Physio des petits sur Instagram sans faute. Puis au plaisir de te recevoir de nouveau dans le futur. Certainement. Bye merci bye. Bye bye. Merci d'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour notre prochain épisode. Mais d'ici là, si tu ne l'as pas encore, n'oublie pas d'aller chercher ton guide du développement moteur 0-8 ans. C'est quoi? Les jalons de motricité globale, de motricité fine, étape par étape, âge par âge. C'est disponible sur mon site web. C'est gratuit au josianecaron-santa.com/guide. Voilà, on se retrouve bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!